Bonsoir. Merci à tous d'être parmi nous ce soir. On est ravis de vous voir aussi nombreux. Et merci aussi à toutes les personnes qui nous suivent en ligne, puisqu'on est en direct sur Zoom. Voilà, donc merci aussi à Hélène Dupouille, qui est juste là, qui est vraiment à l'origine de ce projet, qui a beaucoup aidé à l'organisation de cette table ronde, en partenariat avec les Journées de la Nutrition, dont vous êtes présidente. Donc merci à vous. Alors la conférence va durer 1 heure et puis ensuite on va vous laisser un moment d'échange pour des questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, on fera circuler un micro. Et également pour les personnes en ligne, n'hésitez pas aussi à en poser dans la partie Q&R en bas à droite de votre écran. Voilà, merci. Bonsoir. Oui, d'abord je vous remercie d'être venus nombreux à cette soirée. Notre association, dont je suis la présidente, les Journées de la Nutrition, vous avez la vice-présidente, Dr Anne-Marie Bogier, qui est médecin nutritionniste à Libourne. Et depuis 6 ans que notre association existe, nous avons choisi de nous exprimer pour aider les personnes en difficulté avec leur poids, en faisant des actions très culturelles. C'est-à-dire que parler de se bien nourrir, de s'occuper de sa santé, c'est très important de le faire avec bonheur. Et nous sommes rendus compte que nos actions en matière de soutien des personnes qui avaient des problèmes de surpoids en particulier, passaient vraiment par le plaisir de pouvoir bien manger correctement, s'alimenter correctement, avoir des activités physiques. Et c'était important pour nous de faire des soirées, et nous en avons fait un certain nombre qui ont très très bien marché. Ce soir, nous allons parler des femmes et de l'amour du vin. Le bien boire, avoir plaisir, avoir du bonheur à boire notre bon vin du Bordelais. C'est important parce qu'en le faisant bien, on reste en bonne santé. Merci pour votre présence. Merci Hélène. Je suis très honorée, très heureuse d'être avec vous ce soir pour terminer cette belle journée de la plus belle des manières, cette journée internationale des droits des femmes avec un public éblouissant, n'est-ce pas Jean Sarric? Je vous vois comme ça vous cacher. On va parler effectivement de cette belle histoire, une histoire parfois contrariée, difficile, complexe, une histoire d'amour, en fait, tout simplement, les femmes et l'amour du vin, avec un très beau plateau à mes côtés ce soir, que je vous présente. Jean Sarric, qui est avec nous ce soir. Est-ce qu'on vous présente, monsieur Sarric? Oui, vous êtes... ancien chirurgien et haut spécialiste du foie. On va en parler pour la caution effectivement médicale. Merci d'être avec nous ce soir. Anne-Marie Bogier, médecin nutritionniste, est également présente ce soir. Merci et bonsoir Anne-Marie. Yasmine Devel est avec nous, avocate dans un cabinet spécialisé notamment dans le droit du vin. On va en parler aussi, cette place aussi de la femme dans ce milieu très masculin. Yasmine. Avec nous également Ségolène Lefebvre, qui a signé un très beau livre qu'on vous recommande, qui est un petit peu à l'origine aussi de cette belle table ronde ce soir, Les femmes et l'amour du vin, paru chez Ferret. Bonsoir Ségolène. Eliane Lavaille est également avec nous, chef d'orchestre de chœur, avec un H, s'il vous plaît. Bonsoir Eliane, merci d'être avec nous ce soir. Et Evangelia, je vais sortir mes notes parce que j'ai du mal avec votre nom. Evangelia Michaeloudes Montarnier est avec nous ce soir, merci. Vous êtes vice-consul, je ne vais pas dire de bêtises, consul honoraire de la République de Chypre à Bordeaux et vice-présidente de l'Union européenne féminine Nouvelle-Aquitaine. Merci à tous les 6 d'être avec nous ce soir. On a effectivement, Caroline vous le disait, 1 heure pour échanger ensemble, faire connaissance un peu plus précisément, avant de vous poser des questions un peu personnelles autour de cet amour du vin. Jean Sarric, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez emprunter le micro que vous avez caché et nous parler de cette relation que les femmes ont avec le vin du côté médical, s'il vous plaît, docteur? On vous entend, Jean. Oui. Oui, donc moi je suis l'alibi masculin dans cette journée. Il en fallait un. Donc il ne faut pas que je prenne la parole trop longtemps. Je suis aussi l'alibi santé. Bon, donc je vais être obligé de faire un petit texte sur la santé. Et j'avais envie de donner les spécificités des femmes vis-à-vis du danger ou du plaisir de l'alcool. Voilà.
Alors on peut entrer rapidement, parce que je voudrais que vous me posiez plus de questions, que je ne fasse un grand topo universitaire qui serait un peu pénible, mais je peux vous donner quelques thèmes de réflexion, par exemple. Voilà. Le foie des femmes est plus fragile que le foie des hommes. Voilà. Donc ça, voilà. Alors pour différentes raisons, parce que moi je suis un spécialiste des maladies du foie, voilà. Et nous savons tous que les femmes font des tumeurs très particulières du foie, qui sont des tumeurs bénignes que ne font pas les hommes. Probablement parce qu'il y a un écosystème hormonal lié à la fonction ovarienne qui fait qu'elle fabrique plus ces tumeurs, voilà, qui sont rarement cancéreuses et que les hommes ne font pas. Voilà. C'est comme ça. Alors, il faut tenir compte de ces spécificités. Et les foies des femmes est aussi moins gras que le foie des hommes. C'est ça quand même intéressant parce que un des dangers de l'alcool, c'est la cible hépatique. Et nous savons tous que le gras dans le foie donne une hépatite chronique. Alors, je ne veux pas vous donner les noms scientifiques importants là-dessus, mais quand il y a du gras dans le foie, ça s'appelle le foie gras, la stéatose hépatique. Mais ça, ce n'est pas très grave. Voilà. Mais quand il y a une inflammation du foie liée à ce gras, ça s'appelle une stéatohépatite nutritionnelle. Voilà. Et donc, ça, c'est dangereux. Et maintenant, nous voyons apparaître des cirrhoses, voilà, qui sont liées uniquement au gras dans le foie, même si on ne consomme pas d'alcool et même si on n'a pas de virus à tropisme hépatique. Voilà. Donc cette hépatite chronique liée au gras est dangereuse en elle-même. Alors quand on boit en plus, on rajoute une agression alcoolique sur ce socle de stéatohépatite nutritionnelle. Alors les femmes ont la chance que quand elles grossissent de façon gynoïde. Voilà. Elles n'aiment pas ça, mais c'est une chance, elles ne le savent pas. Voilà. C'est-à-dire qu'elles en mettent un peu sur le côté. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est pas grave. Voilà. Alors peut-être pour leur miroir, ça les gêne, mais pour nous, c'est mieux quand même. Voilà. Pour nous, médecins. Hein. Voilà. Et les hommes, au contraire, mettent du gras dans le ventre et dans le devant du ventre. C'est ce qu'on appelle, nous, l'obésité abdominale. Et cette obésité abdominale est très liée à l'addition de gras dans le foie. Voilà. Et donc le foie des hommes gros est plus gras que le foie des femmes un peu en surpoids, mais dont le surpoids est latéralisé et pas abdominal. Voilà. Donc ça permet aux femmes d'être plus fragiles vis-à-vis de l'alcool et moins sensibles à l'alcool aussi. Voilà, donc il faut qu'elles apprennent à jouer. Je peux vous donner un exemple, par exemple, qui est amusant. Il vient de sortir un papier que sur les femmes qui ont pris des responsabilités dans la direction de certains groupes, voilà, avec des responsabilités, elles boivent plus et autant que les PDG masculins. Pourquoi? Alors, convivialité, les contrats signés, une identification au groupe, enfin, il y a différents motifs là-dedans. Et on vient de se rendre compte que ces femmes, si elles buvaient plus, faisaient moins de maladies liées à l'alcool que les hommes PDG. Et pourquoi? Parce qu'en même temps, elles font attention à leur ligne. Elles ont une diététique alimentaire différente, elles font du sport, elles ont un régime plutôt végétarien que carné, voilà, et elles font attention à leur ligne. Donc elles sont généralement pas en surpoids. Voilà, vous voyez rarement des PDG féminins du CAC 40 être en surpoids. Voilà, et donc, vous voyez, il y a tout ça qui est amusant. Voilà. Et donc, ça permet de naviguer. Moi, je peux donner des conseils de navigation entre le plaisir de boire avec modération, mais ça m'agace, parce que bon, la modération, c'est un truc qui m'agace. Bon, oui, ça veut dire quoi avec on parle de l'amour aujourd'hui, mais parler d'amour avec modération avec une femme, à mon avis, ça passe pas. Donc, de temps en temps, il faut lâcher du lest et être un peu excessif. Bon, voilà. Et dans le plaisir de boire, ça fait partie aussi de quelques excès de temps en temps, ne sont pas dangereux. Bon, sauf si vous prenez bien sûr votre voiture, mais si vous faites attention à ne pas prendre de voiture, quelques excès de temps en temps, même très excessif, s'il s'intègre dans une diététique générale et pas dans la chronicité, c'est pas dangereux du tout. Donc je pousse à... Voilà. Alors si je résume mon raisonnement, moi je cherche des raisons pour valider nos déraisons raisonnables. Vous voyez? Alors après, on peut en rediscuter. Voilà. Mais faites des excès avec plaisir. Je suis un épicurien, et Épicure, c'est une philosophie hédoniste qui était restrictive. Hein. Ce n'est pas un sybarite qui se noie dans le plaisir. C'était quelqu'un qui gérait une articulation fine entre
les inconvénients des excès et les plaisirs. Voilà. Et donc, on peut naviguer. Et puis, un jour, vous naviguez d'un côté, un jour, vous naviguez de l'autre, et vous faites attention. Voilà. Après, je pourrais rentrer dans d'autres petits détails des spécificités masculines ou féminines, dans le comment on boit, pourquoi on boit. Sur, je sais pas, les femmes qui boivent avec excès ont honte et les hommes sont fiers de ça. Bon, c'est pas très malin. Les deux sont pas très malins. Bon. Nous ne sommes donc pas voilà, mais égaux. on peut s'amuser, mais je suis ouvert à toute discussion. Mais place aux femmes maintenant. Merci Jean Sarric pour cette introduction, je le rappelle des bases. Et on va continuer de faire les présentations effectivement avec nos invités également ce soir. On célèbre les femmes et l'amour du vin avant de rentrer donc dans vos spécificités chacune très différentes. Vous venez toutes de milieux très différents, c'est ça qui est intéressant également ce soir. Je voulais vous poser une question un peu intime peut-être concernant votre histoire d'amour que vous entretenez avec le vin. Anne-Marie Bogier, médecin nutritionniste, est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots? Moi, je vous entends. Ça fonctionne? On vous entend. Racontez-nous votre belle histoire d'amour avec le vin. Alors, mon histoire d'amour avec le vin, c'est mon histoire d'amour avec mon mari. C'est pas mal quand ça même. Part bien. Il est dans la salle, c'est pour ça, non? Pardon? C'est parce qu'il est dans la salle que vous dites ça, Anne-Marie. Non, il n'est pas là. Donc, ça fait 40 ans que ça dure. Et en fait, c'est la découverte de la gastronomie que je connaissais moins. En fait, je suis originaire du Périgord, donc un pays où on mange très bien. Et mon beau-père était directeur de la cave coopérative de Saint-Émilion. Mais chez moi, on ne buvait pas, ou on buvait des trucs dégueulasses. Et en fait, on a mis en commun ma bonne cuisine, son bon vin. Et ça fait des années que ça dure. Vous êtes finalement complété, tout simplement. Ah, mais complètement. Oui. C'est ce qui a fait tilt. On va y revenir justement à la gastronomie qui vous est très, très chère aussi dans votre famille, Anne-Marie. Oui. Voilà pour le préambule, en tout cas, les premières présentations gourmandes. Anne-Marie Bogier. Yasmine Devel, votre histoire d'amour, vous, avec le vin, est-ce que c'est le train-train, la routine? Est-ce que c'est une histoire de passion? C'est une histoire d'amitié qui est devenue une histoire très sérieuse parce qu'aujourd'hui, ça devient une part de notre métier. Mm-hmm. Mais à la base, ce sont des étudiants qui se retrouvent et qui se détachent en fait des alcools forts et de la bière pour aller découvrir le monde du vin et des différentes régions. Alors, ça a été Bordeaux, puis après on était très excités d'aller voir autre chose, mais je dirais d'abord que c'est une histoire d'amitié avec des gens qui finalement aujourd'hui travaillent tous dans le monde du vin à quelques degrés près. C'est très joli, le clin d'œil du degré, en parlant du vin. Bravo. Yasmine Devel, effectivement, pour votre cabinet d'avocat, notamment d'affaires. En tout cas, on y reviendra aussi tout à l'heure, puisque c'est un sujet qui vous est cher. À vos côtés, Ségolène Lefebvre, auteure, autrice. Je ne sais pas comment vous voulez qu'on dise. Comme vous voulez. Hein, vous signez, en tout cas, ce très beau livre, Les femmes et l'amour du vin, paru chez Ferré. Vous, votre histoire d'amour avec le vin, elle est là depuis bien avant ce livre, Ségolène. Oui et non, j'ai copié Madame Bogier, moi aussi c'est lié à une histoire d'amour. J'aimais le vin, j'aimais beaucoup la gastronomie, je travaillais dans ce domaine et c'est vrai que la rencontre avec quelqu'un qui était fan de vin et travailler dans le vin, était un extraordinaire dégustateur, m'a ouvert des horizons insoupçonnés. Et vous êtes là ce soir, Ségolène. Je suis là ce soir. C'est pour résumer quelques années finalement, en quelques mots. Oui, j'aime bien l'esprit de synthèse, il faut aller vite. On va parler avec vous dans quelques minutes de l'histoire justement, cette histoire des relations des femmes avec le vin. On va écouter également l'histoire d'amour d'Eliane Lavaille, cette histoire d'amour avec le vin. On vous écoute, Eliane. Elle n'était pas évidente au début parce que mon papa était alcoolique et donc évidemment c'était plutôt un interdit personnel. C'est pas qu'on m'empêchait de boire du vin, mais je m'empêchais moi-même. Mais étant musicienne, on aime bien quand on est musicien, on a le plaisir de l'ouïe bien entendu et on a le plaisir des goûts. Et des autres sens, évidemment. Et donc, il est impensable, quand on aime la musique, à mon avis, de ne pas aimer ce qui est bon aussi au goût. Et c'est très lié.
À tel point d'ailleurs que j'ai eu l'occasion d'organiser des stages et un stage de découverte du vin et de la musique et donc des chansons à boire. La littérature musicale est tellement importante pour ce qui est des chansons à boire et de l'art du vin et du plaisir du vin que c'était tout simple de le réaliser. Finalement, la liaison, le lien était assez naturel. Eliane, on va terminer également avec vous, Evangelia Michaeloudes-Montarnier. Racontez-nous cette histoire d'amour. Pour l'instant, il n'y a pas de train-train, il n'y a pas de routine dans vos histoires chacune. Oui, ça marche. Oui, ça marche. Alors moi, c'est un petit peu différent, puisque quand j'étais arrivée en France pour mes études, venant de Chypre, j'avais découvert cette façon de goûter le vin, de toute cette les ritueliques quelque part, qu'on n'avait pas du tout à Chypre à l'époque, bien qu'entre-temps, beaucoup de choses se sont développées, on les verra tout à l'heure. Et moi aussi, j'ai une histoire d'amour, puisque j'ai rencontré mon mari dans les bancs de l'université, et quelqu'un qui venait du sein de sang du vignoble, puisque donc mon époux, il est de Saint-Estèphe. Et le premier vin que j'ai goûté, c'était le Saint-Estèphe. Donc, je me rappelle à l'époque, à la fac, on me disait « Mais qu'est-ce que tu bois comme vin ?» Mais j'ai dit « Écoutez, moi, j'aime le Saint-Estèphe. » Sans aucune arrière-pensée, évidemment. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et petit à petit, je suis amenée, j'ai été accompagnée justement par les connaisseurs de mon époux, qui est mon époux, pour voir les vins chypriotes, justement, qu'on connaissait à l'époque très mal, puisqu'on avait davantage une tradition de boire au quotidien de la bière. Chypre fait partie du Commonwealth. On avait les Anglais qui ont laissé quand même une autre tradition. Et finalement, j'ai transformé cet amour français vers l'amour de découvrir le vin chypriote et d'aller vers ces racines que finalement j'ignorais complètement. Je ne savais pas du tout qu'est-ce qu'on avait comme vignoble, qu'est-ce qu'on avait comme tradition. Et petit à petit, je me suis beaucoup intéressée dans les vignobles chypriotes. On va y revenir, Evangelia, sur cette histoire et ces vins chypriotes que vous connaissez bien, ces vins étrangers, puisqu'on parle beaucoup des vins français et bordelais, mais il n'y a pas que ces vins-là, effectivement, vous les connaissez bien. On va s'intéresser aussi à l'histoire, c'est ça qui est intéressant dans cette rencontre ce soir avec vous, mesdames, c'est de parler de la relation des femmes avec le vin, et ça remonte, il y a une sacrée histoire, car à l'époque, il y avait des écrits, mais ces écrits, eh bien, ils venaient des hommes. Je me retourne vers vous, Ségolène Lefebvre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, puisque ça changeait tout, finalement, de la vision des hommes sur les femmes et la relation au vin? Oui, tout à fait. C'est-à-dire jusqu'au 19e siècle, la première femme qui parle du vin, c'est la marquise de Sévigné qui donne son amour du Bourgogne. Mais c'est Colette. Colette, qui était une remarquable dégustatrice et une bonne buveuse, je pense, devant l'Éternel, et une gourmande. Et je pense que c'est lié, de toute façon. Mais jusque-là, effectivement, tous les écrits sur le vin sont des écrits masculins. Donc ça, il y a tous les fantasmes, il y a tous les interdits, toute l'idée qu'on peut se faire des femmes et du vin. Et en plus, contrairement à ce qu'on dit, on n'interdisait pas tant que ça aux femmes de boire, mais si, sauf dans l'Antiquité romaine, à la naissance de Rome, parce qu'il fallait préserver les lignées. Une femme ivre, évidemment, va se livrer à toutes les atrocités, horreurs sexuelles qui peuvent exister sur Terre. Donc, il fallait qu'elle reste pure et chaste et qu'elle fasse une lignée propre et pure. Et donc, elles n'avaient absolument pas le droit de boire du vin. Mais c'est la seule trace dans l'histoire où on voit les femmes interdites de vin. Les femmes, ensuite, ont écrit, alors assez tard, finalement, sur leur relation avec le vin. Cette relation qui a aussi changé avec l'accès à l'éducation, comme dans beaucoup de domaines d'ailleurs, mais l'accès à l'éducation de ces femmes leur ont fait prendre finalement une autre dimension, une autre place.
Tout à fait. C'est-à-dire que les femmes, pendant des siècles, ont été les petites mains de la vigne. C'est-à-dire qu'elles faisaient les vendanges, des petits travaux dans les vignes. Le chai était absolument interdit pour des tas de raisons, dont une qui disait qu'elle faisait tourner le vin. Bon, mais il y a encore des gens qui y croient. Mais c'est compliqué parce que tant qu'elles n'ont pas fait d'études, voilà. Le jour où elles sont rentrées dans les lycées viticoles, qu'elles ont fait des BTS viticulture, qu'elles ont été dans les écoles d'œnologie. Donc tout ça, en fait, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Donc là, elles ont commencé à entrer dans le monde du vin. Pour certaines, ça n'a pas été facile. Pour d'autres, cela a été un peu plus. On a eu beaucoup de mal à leur faire confiance. Puis comme toujours avec les femmes, il faut qu'elles fassent leurs preuves beaucoup mieux que les hommes. Donc voilà, on les attendait au tournant. Donc, mais contrairement à ce qu'on dit, elles ne font pas des vins de femmes. Ça n'existe pas, les vins de femmes. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans l'Assemblée, mais ça n'existe pas, le vin de femmes. On fait du vin. Et les premières femmes qui ont fait du vin, je pense à une Marlène Soria, si j'ose l'expression, c'était couillu ces vins quand même. Hein. Et c'était vraiment des vins costauds. Enfin, et donc, elles ont fait des vins tout à fait extraordinaires. Et sont aussi les premières qui sont un peu tournées vers tout ce qui était propre, la biologie. Je pense à la Romanée Conti ou des choses comme ça. Le lièvre, le flèvre, pardon, etc. C'est des vins où la grande Marie-Thérèse Chapaz, voilà, qui ont montré que les femmes étaient capables d'être des très très grands vignerons. Et ça a donné une assise à ce métier de vigneronne, en fait, qui était tout nouveau. Mais ça a été compliqué, ça n'a pas été simple du premier coup, non. Mais maintenant, elles y sont. C'est pas forcément encore très très simple. Ah si, maintenant. Si. Maintenant, les femmes sont très très acceptées dans le monde du vin. Et dire, il y a plus de femmes, proportionnellement parlant, qui dirigent des exploitations viticoles que des hommes. Alors vous l'avez dit à demi-mot, Ségolène Lefebvre, le vin finalement n'a pas de genre. Je vous ai vu, Yasmine, réagir. Yasmine Devel, parce que je crois que vous partagez cet avis. Pour vous, le vin n'a pas de genre. C'est quand même aujourd'hui la journée de la femme et des droits de la femme. Non, je ne pense pas que le vin est en genre, le vin est neutre. Je ne suis pas du tout spécialiste, mais en tant qu'amateur, c'est quand même un petit peu parfois embêtant d'entendre dire qu'une femme va prendre donc un vin féminin, donc très léger, avec des tanins soyeux, parce que c'est une femme, alors que peut-être qu'elle a envie de boire un Côte-du-Rhône qui sera un peu plus puissant. Et il y a aussi la sémantique qui est quand même importante de tanins souples, et donc qui est liée à l'image de la femme. Et moi, je pense qu'en fait, le vin est juste un produit neutre et qu'on n'a pas, y compris dans la dégustation, y compris dans quelque chose qui est du plaisir, être rangé dans la catégorie encore de petites choses fragiles ou liées. Parce que c'est ça, en fait, la femme doit être discrète ou elle doit être dans le charme. On a deux places et on ne peut pas être dans la puissance. Et donc moi, je revendique aimer des vins puissants et être dans la puissance. Et je remarque, en fait, aujourd'hui, qu'il y a quand même beaucoup de femmes puissantes, entre guillemets, puisqu'on a un médecin, une chef d'orchestre, madame le consul, une historienne, un avocat. Et donc, effectivement, des métiers qui sont peut-être dans l'imaginaire des métiers d'hommes. Pas que dans l'imaginaire d'ailleurs. Voilà, il y a une résonance dans le public. Yasmine, un clin d'œil quand même à votre cabinet, puisque vous êtes 15 collaborateurs, et je crois que sur ces 15 collaborateurs, dites-nous combien il y a de femmes qui travaillent avec vous. Alors oui, on a un cabinet de droit des affaires, donc un monde très masculin, et je suis quand même très fière de dire que sur 5 associés, nous avons 4 femmes, et on a donc 13 femmes pour 2 hommes. Voilà. C'est juste parce qu'on est le 8 mars, on se fait plaisir. Voilà. Et ils sont bien, et ils sont bien. Et ça oui, marche, ça marche. J'en savais. Mais oui. Oui, ça marche. Vous êtes également, Yasmine, membre du Conseil de l'Ordre. C'est important aussi, c'est un milieu, vous l'avez dit, qui est... comment dire, où il faut trouver sa place. Est-ce que ça a été facile pour vous de trouver votre place? Et en cette journée-là, aujourd'hui, est-ce que vous diriez que les femmes ont toute leur place en ce 8 mars? On a toute notre place, bien sûr. Et puis si on ne l'a pas, il faut la prendre surtout. Parce qu'il n'y a rien ni personne qui nous l'interdit, en tout cas légalement. Il y a peut-être le plafond de verre qui n'existe que dans nos têtes.
je pense, ou dans des le milieu de la justice est un milieu qui est aujourd'hui très féminin en termes de statistiques, mais pas forcément en termes de gouvernance. Donc voilà, nous avons une bâtonnière qui est une femme, mais qui est simplement sur quelque chose de séculaire, puisque les ordres existent depuis plusieurs siècles. Seulement à Bordeaux, ce n'est que la deuxième, je ne dirais pas la seconde, mais la deuxième bâtonnière. Donc la gouvernance, malheureusement, est encore... mais de moins en moins, voilà, de moins en moins. On s'autorise à être dans la gouvernance. Les femmes, donc, qui sont présentes, qui donnent à entendre leur voix ce soir également, aux côtés de Jean Saric, qu'on n'oublie pas. Jean. Anne-Marie, non, reste avec nous, Jean, il y a un siège pour vous. Anne-Marie Bogier, vous êtes médecin nutritionniste, mais en préparant cette table ronde, vous avez insisté sur un fait qui est assez intéressant. Vous l'avez déjà dit d'ailleurs tout à l'heure à demi-mot. Pour vous, c'est la gastronomie qui a une place très importante dans votre quotidien. Le vin aussi. Comment vous trouvez votre place, vous, avec votre mari, donc, qui vous a amené à cet amour du vin? Je pense que j'avais des prédispositions. Et puis surtout, je pense aussi qu'on ne peut pas faire de la nutrition si on n'aime pas la cuisine. C'est pas possible. On ne peut pas, en tant que médecin nutritionniste, dire aux patients vous mangez pas ci, vous mangez pas ça. C'est pas possible. L'alimentation, c'est d'abord et avant tout un plaisir et un partage. Et dans le partage, le vin va avec. Un bon repas sans vin qui serait assorti en fonction de son goût, c'est trop dommage. Un bon repas avec de la flotte, mais c'est pas possible. C'est bien dit, c'est bien résumé, finalement. Et c'est un grand plaisir. Par exemple, si je cuisine, si on reçoit, soit je vais dire, j'ai envie de cuisiner ça. Alors, quel vin on va pouvoir assortir? Alors, je précise que c'est toujours mon mari qui est dans les vins, je suis désolée. Mais parfois, c'est lui qui dit, j'ai envie d'ouvrir ça. Alors, ok, tu ouvres ça, qu'est-ce que je vais pouvoir cuisiner avec? Et je trouve que c'est assez amusant de réfléchir à ces accords qui peuvent être parfois assez étonnants, parce qu'on peut faire des choses qui sortent du commun. Moi, j'ai eu l'occasion de déguster des vins liquoreux avec des fromages à pâte persillée. C'est extraordinaire. C'est pas quelque chose auquel j'aurais pensé de façon spontanée. Et je trouve que c'est assez amusant, parce que le plaisir aussi dans la préparation, c'est le plaisir d'ouvrir les bouteilles et de déguster avant de se mettre à cuisiner. C'est hyper sympa. Quand on a un peu bu, on cuisine vachement mieux. Ce qui vous plaît aussi, Anne-Marie, au-delà de la dégustation, de la préparation, de tout ce moment-là qui fait finalement partie de ce moment de convivialité qui suit, c'est aussi le choix de la vaisselle. Vous avez un appel, Jean. Le choix de la vaisselle, des verres, je crois que ça va vraiment jusque-là. Alors, il y a une esthétique, effectivement. Un bon vin dans un verre moche, c'est pas terrible. Donc, il y a tout rentre en compte, en fait. C'est une fête. Donc ça va être le choix de la nappe sur laquelle on va poser les assiettes qui vont être assorties à ce que l'on va mettre dedans. C'est le choix des verres, un vin rouge sur une nappe rouge, c'est un petit peu dommage, donc ça va être ce choix-là aussi. Tout va avec, et alors on insiste, c'est pas sympa pour les gens qui viennent, mais ne vous parfumez pas quand vous faites un repas où vous allez déguster des bons plats et du bon vin. L'odeur du parfum vous fausse l'odeur de votre vin. La dégustation, elle se fait avec le nez, elle se fait avec les yeux, elle se fait avec tout. On le fait tourner, on le regarde avant de le goûter. Est-ce que ce perfectionnisme, je dirais, si vous me permettez, Anne-Marie, vous pouvez. C'est né avec votre connaissance, ça a évolué avec votre connaissance du vin, ou est-ce Bien sûr. Ouais, c'est ça. Bien sûr, ça a évolué avec la connaissance du vin. Alors, j'étais déjà assez perfectionniste en matière de cuisine, c'est-à-dire que je suis capable, pour un dîner, de cuisiner pendant 3 jours. Ça ne va pas me poser de problème. Bon, je ne bois pas pendant 3 jours, mais je peux cuisiner pendant 3 jours. Donc, l'idée, c'est d'arriver à quelque chose qui va me plaire, mais qui va plaire aussi aux gens que j'aime. Et le perfectionniste va aussi dans le choix du vin qu'on va carafer, qu'on ne va pas forcément présenter en bouteille. On va le présenter en carafe. Le choix de la carafe est important aussi. Et l'idée, c'est d'arriver à faire plaisir et à surprendre.
Ségolène, merci beaucoup Anne-Marie Bogier. Ségolène Lefebvre, est-ce qu'on retrouve dans des écrits justement cette importance, comme Anne-Marie, de l'esthétique autour des vins et de ce regard féminin, si je peux me permettre? Alors, on le retrouve à partir du XVIIIe siècle, oui, tout à fait. D'ailleurs, au moment où les vins ont commencé à devenir intéressants, d'ailleurs, il y a la grande révolution viticole à Bordeaux, par exemple. Mais c'est vrai que longtemps, on a bu le vin dans des gobelets en étain. Et c'est vrai que je suis complètement d'accord, l'importance du verre. Il faut un verre dans lequel les arômes, on puisse déguster les arômes correctement. Sinon, on gâche des bons vins dans des mauvais verres, quoi. C'est un peu dommage. Et on en gâche beaucoup, quand même, quelquefois. Et donc, ça, c'est très important. C'est vrai que la naissance de la vaisselle, des services de verre, vont avec l'amélioration du vin. Et c'est devenu... Il y avait aussi tout l'art de la table, l'art de la conversation. De toute façon, quand on est à table, on parle toujours de nourriture. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On ne peut pas parler d'autre chose. D'ailleurs, il vaut mieux, ça évite des sujets qui fâchent. Mais c'est quelque chose d'important. Je pense qu'effectivement, j'aime aussi beaucoup cuisiner. Je suis capable de passer beaucoup de temps en cuisine. Et je pense que le vin et la nourriture sont indissociables. Je suis complètement d'accord. Ça ne me viendrait pas à l'idée de manger un morceau de fromage avec de l'eau. C'est pas possible, c'est pas bon. Mais ça gâche le fromage. Mais l'eau ne fait rien que pourrir le poumon. Exactement. Vous n'êtes d'accord avec moi? Donc non, le vin. Moi, j'avais fait une conférence sur l'ivresse devant le préfet un jour, donc il m'avait dit que c'était très bien. Donc buvez, allez-y, buvez. Non, mais c'est vrai. Mais buvez dans des bons contenants. Vous dégusterez beaucoup mieux votre vin si le contenant est fait pour. Le pire de tous étant le verre ballon. Du gros rouge qui tache dans les... Là, vous avez tous les défauts du vin. Donc, vous évitez ces verres-là. Après, le verre Inao, ce genre de forme irait. Il faut vraiment que... on puisse faire tourner le vin et que les arômes s'exaltent sur quelque chose de serré avec un buvant très fin. Tout est là-dedans. Une fois qu'on a compris ça, on déguste bien. Et sans préjugés. Et je suis d'accord aussi qu'il faut les mettre dans des carafes. Ça évite aux buveurs d'étiquettes de trouver que le vin qu'on leur sert n'est pas bon. L'amour du vin. Vous voyez, elles en parlent bien du vin, c'est nos invités. Eliane Lavaille, on parlait d'esthétique avec Anne-Marie et avec Ségolène. Esthétique dans votre monde, le monde de la musique, le monde artistique. Il y a un parallèle entre le vin et la musique. Complètement. Mais avant je veux dire que je suis tout à fait d'accord avec mes compagnes et j'aime beaucoup boire du bon vin, mais surtout dans des beaux verres. C'est insupportable sous prétexte qu'on est à la fin, par exemple, d'une répétition ou d'un concert et qu'on partage comme ça rapidement, de boire dans un verre en plastique. C'est impensable, hein. Je sais que non seulement pour vous, le plastique est impensable, mais j'ai bien compris même certaines formes de verre qui ne permettraient pas au vin de se développer avec ses meilleurs arômes. Surtout si on a un bon vin. Voilà, surtout si on a un très bon vin. Mais c'est vrai, l'esthétique est très très importante et en musique aussi, bien entendu, c'est lié. Et c'est peut-être pour ça aussi que je suis venue à apprécier aussi le vin, la bonne chair, bien entendu, la bonne cuisine. Moi aussi, j'aime bien cuisiner, j'aime bien essayer d'associer les saveurs et surtout les partager. Parce que c'est vrai que ce qui est important, c'est la convivialité. Et c'est pareil pour la musique, d'ailleurs. On peut évidemment se complaire avec un casque sur les oreilles et avec une sonate ou avec une grande symphonie. Tout ce qu'on aime, bien entendu, mais rien ne vaut le concert, par exemple, si on parle de musique, où on est dans une salle comme celle-ci et on a en direct devant nous les musiciens qui sont là et qui en direct nous donnent vraiment le meilleur de leur art, et c'est comme ça qu'on partage. Et je pense que c'est vrai pour le vin, c'est vrai pour la cuisine. C'est quand même bien meilleur lorsqu'on est avec des amis et qu'on peut goûter toutes ces bonnes choses, en parler. Ça, c'est très français, je crois, hein. C'est vrai que nous adorons en France parler du vin, parler de ce que nous mangeons, parler de la nourriture, et rien de tel que d'être au restaurant avec des amis et de dire « Ah, est-ce que tu connais ?» etc. Et de parler finalement de ce qu'on est en train de manger, de ce qu'on pourrait manger, enfin, comme si nous n'étions pas satisfaits déjà de ce qui se passe. Ça, je crois que c'est très français quand même aussi. Il faut être en bonne compagnie. Tout à fait. Hein, parce qu'il y a quand même des gens qui ont l'art de vous gâcher vos repas.
Vous avez des noms, Il ne faut Ségolène? pas les fréquenter. Et Eliane, vous parlez de partage, ce qui est d'ailleurs plutôt, je pense, un avis partagé par nous toutes et nous tous ici. Le partage et aussi la transmission. Puisqu'on apprend la musique, mais on apprend aussi à déguster le vin. Oui, tout à fait. Et pour moi, c'était d'ailleurs une grande question tellement importante que lorsque j'étais directrice du Centre d'art polyphonique d'Aquitaine, j'ai pu organiser un stage qui liait mes deux grandes passions, c'est-à-dire la musique, évidemment, le chant choral, entre autres, et puis le bon goût, et notamment le vin. Et là, c'était aussi un problème personnel, parce que je ne connaissais pas suffisamment justement l'art de la dégustation. On entend parler de un petit goût de framboise, un goût de cuir, un goût fumé, et puis je voulais quand même pouvoir découvrir toutes ces choses. Et donc, en même temps que j'ai permis à certains stagiaires de le découvrir, je l'ai découvert aussi, et c'était vraiment un plaisir. Et c'est très lié effectivement parce que c'est un développement des sensations et de l'analyse des sensations. Et je pense que si on peut mettre un nom sur une chose que l'on sent, sur une particularité, ça développe le plaisir, je pense. Quand on est accompagné. On parlait, merci beaucoup Eliane, on parlait de notre cas français. Je me retourne vers vous, Evangelia, puisque on a cette culture française de parler beaucoup. C'est vrai, je vous rejoins, Ségolène et Eliane, sur ce que vous disiez. Est-ce que vous, avec votre culture, vous connaissez notre culture française et également votre culture d'origine, puisque vous venez de Chypre, est-ce que c'est pareil là-bas? Alors, c'est ce que j'allais dire, c'est que ce qui impressionne quand on vient de notre culture, c'est cette mise en scène de la table, cette rituelique, parce que la façon de déguster le vin, de l'ouvrir, de le mettre en scène, c'est propre à la France quelque part. C'est le French touch. Et ça, il faut le garder parce que ça donne vraiment, ça fait des disciples. On est très admiratifs. Bien sûr, il y a toute l'architecture qui va bien, tout l'environnement qui va bien, qui s'y prête à cet art de vivre qui est l'art de vivre à la française. Pour revenir sur mon petit pays qui n'est pas du moindre les plus... comment dire, les choses sont beaucoup plus simples. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que nous avons du très, très bon vin. Et voilà. On a, et je me tourne vers le public, on a les vins les plus anciens, et vous allez dire que c'est parce que je suis chypriote, mais ce n'est pas vrai, c'est les vins les plus anciens. Et je les souligne parce qu'il y a des écrits, il y a des traçabilités, des traces archéologiques. Le vin chypriote remonte à plus de 6000 ans. À l'époque chalcolithique ou l'âge du bronze, chalcolithique époque, où c'est l'époque du bronze. Et on a les vestiges sur plusieurs sites à Chypre qui les manifestent. On a des objets dans les musées, etc. On a des cépages endémiques qui se cultivent encore avec ces mêmes cépages aujourd'hui. Quelqu'un va me dire, mais en Géorgie, ce qui est vrai, le vin est très très ancien, sauf que les cépages dans d'autres pays qui sont aussi anciens peut-être, mais n'ont pas perduré. Alors que sur Chypre, on a donc les cépages jusqu'aujourd'hui. Et une anecdote pour nos amis qui ont fait donc les trajets pour venir nous écouter, et nous vous remercions, c'est que quand dans les Bordelais, il y avait les phylloxéras, et que le vignoble bordelais a failli périr, beaucoup d'amis avec qui je discute, ils me disent « Ah, mais c'est le plan américain qui a sauvé le vignoble bordelais ». Et moi, je dis « Non, ce n'est pas les plans américains, c'est le plan chypriote, c'est les Mavro et les Xenisteri qui a sauvé donc les vignobles du phylloxéra ». Et finalement, je me dis parfois que
il n'y a pas de hasard dans la vie. Moi, j'arrive de Chypre dans la Nouvelle-Aquitaine, en Aquitaine. Quelques années plus tard, il y a un consulat qui s'ouvre, parce que c'est une ouverture du consulat en question, ce n'est pas une succession. Et je me rends compte finalement qu'à travers l'histoire, à travers toute cette trace, il y a beaucoup de points communs entre la Nouvelle-Aquitaine et Chypre. Richard Cœur de Lion, il était le roi de Chypre. Il a fêté ses noces avec Bérengère de Navarre au port de Limassol, au château de Limassol. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à raconter sur nos points communs, à la fois dans les vignobles. Et juste pour dire, au niveau des femmes, comme vous le disiez, jusqu'encore il y a une trentaine d'années, on voyait très peu de femmes sommelières ou de femmes qui travaillaient le vin dans les chais. Mais maintenant, il y a de plus en plus de jeunes femmes qui font leurs études à l'étranger, à Bordeaux d'ailleurs. On reçoit souvent au consulat des étudiantes qui font des doctorats, des masters, des recherches et autres, qui partent après. Et puisque nous sommes filmés, je salue mon amie Aphrodite Costandi, de la winery Vassilicone. Il n'y a pas que cette winery, il y en a d'autres. Mais c'est une jeune femme qui était la première femme sommelière à Chypre et qui a beaucoup contribué à ce que la mentalité change et que toutes ces traditions ou toutes ces idées qu'on avait, que ceci, que cela, ça allait tourner ou je ne sais quoi, eh bien c'est fini tout ça. Et que c'est vrai, il faut trouver sa place et il faut revendiquer sa place parce que nous les valons bien. C'était la plus jolie des manières pour conclure effectivement Evangelia. Merci beaucoup. Jean Sarric, on a beaucoup entendu ces dames sur le sujet de l'amour et du vin. Est-ce que vous avez dans votre histoire une femme qui a compté pour vous faire aimer le vin, Jean? C'est une question piège. Ah ah. J'ai rien préparé, je suis obligé de dire non. Mais... Non, c'est pas par les femmes que... Non, c'est par un milieu familial qui était déjà dans le vignoble, voilà, donc qui était masculin et féminin, mais bon, vu mon âge, la gestion était toujours masculine, oui, donc je n'étais que via les hommes, bon, mais c'est comme ça. J'aurais dû vous la poser avant. J'aurais dû vous prévenir. Sinon, j'en aurais inventé une histoire correcte. Voilà. Non. Et non, on voulait la vérité. Non. Mesdames, justement, en quelques mots, est-ce qu'il y a... vous avez beaucoup parlé de ces messieurs qui vous ont amené à partager leur histoire d'amour et l'amour pour le vin. Est-ce qu'il y a peut-être des femmes que vous voyez comme modèles, peut-être, dans le milieu du vin, ou qui vous inspirent dans ce domaine-là? Je ne sais pas si... une de vous a une femme en tête comme ça qui lui revient un nom, peut-être un modèle. Oui, Evangelia. Alors, ce n'est pas un modèle, mais il faut quand même le citer. Aphrodite. Aphrodite dans la mythologie. On ne peut pas faire l'impasse. C'est vrai. Aphrodite, c'est la déesse de l'amour. Oui. Avec Dionysos, qui est le dieu du vin. Voilà. Donc, Aphrodite, donc la déesse de l'amour, qui est née à Chypre, des écumes de la mer. Voilà. C'est un modèle. Hein. Merci, Evangelia. C'était pour vous, cette question. On va vous donner la parole dans quelques minutes, mesdames et messieurs. On va faire circuler effectivement un micro. Je voulais vous poser une dernière question, mesdames, également à vous, Jean, si vous voulez. Vous avez le temps de vous y préparer. Je vais commencer par ces dames. Anne-Marie, si vous deviez donner un conseil de dégustation pour une jeune femme qui n'aurait jamais goûté, même ne serait-ce qu'une petite goutte de vin, quel serait ce conseil ? Ou quel conseil auriez-vous aimé qu'on vous donne aussi quand vous étiez plus jeune? Ne pas écouter ce que disent les autres et juste se fier à son instinct. C'est bien résumé. Yasmine? Je suis désolée, j'ai tendance à sauter la conclusion. Mais c'était beau comme ça. Vous voulez que j'essaie de broder autour? Non, c'était très joli comme ça. Yasmine, est-ce que vous avez Je pense que j'aurais dit la même chose, d'arriver à s'exprimer avec son propre vocabulaire. Et surtout d'être curieux, parce qu'il y a beaucoup de marqueurs et en fait, je pense qu'il faut se laisser un peu aller dans toutes les surprises qui peuvent apparaître.
Ça laisse la possibilité des infinis, finalement, de la liberté, d'une certaine manière. Ségolène. Il ne faut pas oublier que le vin, c'est d'abord et avant tout du plaisir. Donc, il faut que le vin fasse plaisir. Ça n'a pas d'importance, qu'il soit rouge, blanc, liquoreux, un grand cru ou un vin pas connu. Il y a des vins pas connus qui sont assez étonnants, d'ailleurs. Donc, il faut être très ouvert et penser d'abord que c'est du plaisir, pas de la réflexion, pas de la masturbation de l'esprit. On boit du vin pour se faire plaisir. Je crois que ce mot plaisir, je ne sais pas où est Hélène Dupouy qui est là, ça vous fait plaisir d'entendre ce mot plaisir, hein? On est d'accord. Eliane, si j'avais un conseil à donner, je crois que ce serait de ne pas avoir peur d'être surprise, puisque vous parlez d'une femme. Tout à fait. Donc, parce que quelqu'un qui n'a jamais bu de vin, c'est quand même très particulier comme saveur. Ça peut être fort, ça peut être acide, ça peut être... Enfin, il y a tellement d'adjectifs que l'on peut donner. Et quelqu'un qui n'en a jamais bu peut avoir un retrait face à cette sensation nouvelle qui est forte. Donc, c'est d'accepter la surprise. c'est très prometteur, Eliane. Evangelia? Je pense que pratiquement tout a été dit. Moi, j'ajouterais simplement, je dirais que moi, je resterai très, très humble vis-à-vis de quand on déguste un vin, quel qu'il soit, parce qu'on peut avoir beaucoup de surprises. Un très bon vin qui est très ancien, on l'ouvre parfois, on va le trouver qu'il est un peu comme ci, comme ça, un peu acide. Le lendemain, il s'est oxygéné, il a pris sa puissance, c'est un nectar. Donc, voilà, il ne faut pas avoir des a priori, il faut de l'humilité. Le vin, ça dépend avec quoi on le déguste, ça dépend du plat, ça dépend à quel moment. Est-ce que c'est un apéritif? Est-ce que c'est un digestif? Donc, c'est une palette chromatique. Donc, je resterai sur ces paysages de couleurs. Je pense que ça dépend aussi de avec qui on le déguste. On y revient, puis on revient au partage. partage. Oui, tout à fait. Et l'état d'esprit dans lequel on est aussi, si on est bien, pas bien, ça peut aussi influer sur le goût et le ressenti, effectivement. Pour conclure, est-ce que vous diriez, chacune et chacun, que cette histoire d'amour des femmes et du vin va se poursuivre et a un bel avenir, cette histoire devant elle? De plus en plus, oui, effectivement. Je pense que, comme tu le disais, il y a beaucoup plus de jeunes femmes qui travaillent dans le vin, qui dégustent, et je pense que ce n'est que le début d'une grande histoire d'amour entre les femmes et le vin. Est-ce que l'une d'entre vous n'est pas d'accord? Non, pas du tout, c'est éternel. Ça a toujours existé, ça existera toujours. C'est pas possible, on ne peut pas imaginer un monde sans vin, un monde sans femmes et un monde sans amour. Vous êtes d'accord, Jean? Pour conclure. Sur les femmes et l'amour, je peux prendre la parole. Ce sera le sujet d'une autre conférence. Mais je ne dirai pas tout. Non, mais je peux rajouter quelque chose qui peut faire le lien. C'est qu'il est parfaitement démontré sur le plan de la santé et de la toxicité de l'alcool que quand il est pris à table et donc jamais seul, il est beaucoup moins toxique. Il y a plein de papiers qui montrent ça, quand c'est lié à l'alimentation. Voilà. Et donc, un des signes d'ailleurs de la dépendance est de boire seul et hors du repas. Voilà. Et là, c'est quand vous commencez à boire seul et hors du repas, c'est que vous mettez le doigt dans un engrenage qui n'est pas que du plaisir. Voilà. Finalement, oui, Evangelia. J'aimerais juste rajouter, parce que nous nous trouvons aujourd'hui dans un musée du vin, dans un temple architectural, dans un magnifique espace. Mais savez-vous qu'à l'origine de cet espace, c'est une femme qui est derrière. Non. Pardon. Non. Je me taquine. C'est une femme qui est derrière. Et je me rappelle au tout début, quand elle a commencé à présenter les projets à l'origine, c'est Sylvie Caz. Sylvie Caz qui est vraiment une femme qui connaît le vin, une femme qui s'est battue pour ses vignobles, pour son vignoble.
qui a porté donc ces magnifiques projets et grâce à ces bâtiments, grâce à tout ce qui se passe dans cette cité mondiale du vin, on a cette chance et ce plaisir de nous retrouver, nous, aujourd'hui, et parler, et échanger. Donc, c'était un sujet qui était plutôt masculin, et il a été porté par une femme. Elle l'a très bien porté, donc je pense qu'il faudra lui rendre hommage. Et on lui fait également honneur avec cette soirée. Merci à vous. On va se retourner vers vous. Vous êtes toujours là. Est-ce que vous avez peut-être des questions, envie de réagir, de rebondir? Est-ce qu'il y a quelques sujets qui vous ont interpellé? Profitez de nos invités. Je vous rappelle également que sur Zoom, vous pouvez intervenir à tout moment. On va vous faire passer les micros. En fait, le plus difficile à chaque fois, c'est la première question. Après, ça roule. Ou peut-être l'envie de partager aussi votre histoire avec le vin, cette histoire d'amour. Je vois des dames dans la salle, même des messieurs, si vous avez envie de vous confier. Est-ce que vous êtes retrouvés peut-être dans certains parcours, tous très différents, mais finalement qui sont assez semblables sur le côté passion? Effectivement, est-ce que certains d'entre vous ont envie d'intervenir peut-être? Ou vous attendez la dégustation qui est en train de se préparer là-haut? Oui, nous aussi, on va y aller. Bon, je vais avoir d'autres questions. Si vous avez envie d'intervenir, n'hésitez surtout pas à lever la main. Oui, allez-y. On court vers vous. Merci, Amaya. Bonsoir. Bonsoir. Alors je me demandais, parce que du coup on parle de vin depuis le début de la soirée, est-ce que par hasard vous-même vous auriez des vins favoris dans tous ceux que vous avez pu déguster au cours de votre vie? Vaste sujet, vaste question. Qui veut commencer à répondre peut-être? Ou un vin qui aurait marqué? Jean? Tous? Le vôtre? Moi, je considère dans la hiérarchie des plaisirs qui compte le lieu, l'esthétique, la convivialité, donc les personnes qui sont autour, et le vin. Voilà. Même un mauvais vin, il est génial dans ces conditions. Voilà. Et l'inverse aussi. Voilà. Donc moi, je suis plus attaché au lieu où j'ai bu, avec qui j'ai bu. Bon, bien sûr, des bons vins quand même. Voilà. Mais moi, je suis très sensible à ça. Dans la qualité d'un vin, c'est ce qu'il y a autour, presque. Enfin, bon, bien sûr, il y a la qualité. Hein. Ça joue. Oui, je suis assez d'accord parce qu'en fait, moi, le souvenir qui me vient, c'était dans un endroit tout à fait merveilleux. On avait une vue sur les Alpes et on buvait un grand verre de vin rouge. C'est un château Trévalon, c'est quand même assez bon, et pour pas dire merveilleux. Et c'est vrai qu'il y avait un contexte qui fait que le vin était encore meilleur. Le contexte compte énormément. C'est pour ça qu'il ne faut jamais boire seul. Non, pas avec n'importe qui. Non, il y a des gens avec qui il faut mieux éviter de boire, même là aussi, c'est pareil, comme manger. Est-ce qu'éventuellement... Oui, Anne-Marie. Oui, alors moi j'ai un souvenir quand même, tant pis, il faut le dire, je suis désolée, et c'est pas du Bordeaux. J'ai un souvenir d'une dégustation sur fût de Bourgogne blanc en Meursault, et jamais j'ai bu des trucs pareils, avec des dégustations comparées sur différents fûts. C'était juste extraordinaire. Il faisait un froid de gueux, il était 10h du matin, et on est sorti cuit à 11h30, et j'ai adoré. Un beau souvenir, Anne-Marie. Pourtant, ce n'était pas forcément les conditions idéales, les conditions rêvées. Est-ce que peut-être certains dans la salle aussi veulent, si vous voulez, partager des expériences, des souvenirs aussi inspirants, ou rendre hommage aussi à des femmes qui vous auraient conduit vers l'amour des vins, ou tout simplement interroger nos invités, et eux, et ce soir. Bon, je vais continuer. Hein. Ouais. Tant qu'on me dit rien, je continue, moi. avec des questions aussi sur Zoom, hein, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Je ne sais plus trop, c'est en bas de l'écran, hein, c'est ça, pour poser les questions? Ok. Enfin, voilà. En tout cas, vous devez savoir faire si vous êtes derrière l'écran. On vous attend. On parlait de cet amour des femmes pour le vin, notamment à Chypre, en France. Je vais me retourner vers vous, Ségolène, puisque vous avez écrit ce livre, Les femmes et l'amour du vin.
Comment vous avez procédé finalement pour nous raconter cette histoire? Qu'est-ce que vous avez voulu nous dire finalement de cet amour du vin et des femmes? Parce que je travaillais sur une thèse de doctorat sur le vin dans l'Asie mineure grecque et j'ai rencontré des femmes du monde du vin actuel et il y avait un grand écart entre les deux et j'ai voulu combler ce grand écart en étudiant comment les femmes et le vin s'étaient comportés à travers les siècles et le regard qu'on avait sur les femmes et le vin. Et c'est vrai que j'ai découvert des choses extraordinaires parce qu'on dit beaucoup de bêtises et j'avais fait une première conférence au rendez-vous d'histoire à Blois où il y avait le thème des femmes, et il y a un vigneron qui est venu me voir en me disant mais ce que vous dites là, personne le dit, donc pourquoi vous n'écririez pas un livre? Et voilà pourquoi l'idée du livre est venue. Et je m'en félicite parce que ça m'a beaucoup intéressé de faire ces recherches et je me suis beaucoup amusée à écrire ce livre et qui a eu son petit succès, donc ça fait toujours plaisir, ça flatte son ego. Oui. Et puis je crois que c'était intéressant parce que ça fait déjà un petit moment qu'il est paru, donc on parlait très peu des femmes du vin. On avait surtout une image un peu girly, enfin vous voyez ce que je veux dire, les étiquettes roses pour les vins de femmes. C'est mignon, c'est gentil, mais on n'est pas chez Barbie quand même. Et donc, il fallait dire les choses, je crois. Il fallait vraiment montrer qu'elles ont toujours bu, elles ont toujours su bien boire, elles ont toujours servi le vin. Alors, jusqu'au moment où les sommeliers sont arrivés, qui les ont mis dehors, c'était Fanchon d'un côté et la sommellerie de l'autre. Hein. Et c'est vrai qu'il faut rendre hommage à Émile Pénaud, qui a écrit des pages merveilleuses sur les femmes dégustatrices et qui les connaissait et qui a découvert leur palais. Alors, c'est grâce à elles, d'ailleurs, que le Bordeaux s'est amélioré, parce qu'elles avaient un palais plus délicat, elles ont poussé les hommes à faire un vin meilleur. Et les premières, celles qui ont eu plus de mal, peut-être, à entrer dans le monde du vin, ce sont les sommelières. Pourquoi ? Parce qu'au restaurant, sur Monsieur qui choisit le vin, et quand on voyait une sommelière jeune de surcroît, mon Dieu, mais c'est pas où est le sommelier ? Donc, elle dit, c'est moi, monsieur, ah non, mais je choisirais le vin moi-même. Eh ben, continuez à ne pas vouloir découvrir du vin, et puis voilà. C'est-à-dire que c'est un manque de curiosité aussi. Le sommelier ou la sommelière, puisque nous sommes une journée des femmes, est là pour conseiller, faire découvrir. Et peut-être découvrir des choses qu'on ignore complètement, des vins dont on ignore même l'existence. Et là, c'est le plaisir de la découverte. On va au restaurant pour découvrir des mets, on y va aussi pour découvrir des vins. Et ça va très très bien ensemble, les deux. Le sommelier a travaillé souvent avec le chef pour les accords les mieux réussis. Donc, faisons-lui confiance. Et la sommelière, idem. Et c'est vrai que c'est peut-être le métier qui a été le moins bien accepté au départ. Heureusement que la première sommelière française était Madame Carré Cartal, qui était assez imposante aussi, donc elle a su s'imposer, mais c'est dommage qu'elle est obligée de s'imposer par la force, si j'ose dire, mais maintenant c'est rentré dans les mœurs. Je crois que plus personne n'oserait dire à une sommelière, appelez-moi le sommelier, mais ça a été peut-être très compliqué pour elle. Est-ce que vous avez été surprise lors de la rédaction de ce livre, dans vos recherches, dans les textes que vous avez pu lire, parce qu'il est très très documenté, votre livre. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé et que vous aimeriez partager avec nous ce soir? Qu'est-ce qui m'a interpellée? Pas grand-chose. Non, finalement. Non, ce qui m'a... c'est de voir qu'en fait, elles ont toujours été... Ça, j'ai découvert des grandes ambassadrices du vin. Par les mariages princiers, les princesses de Bourgogne. Moi, je l'avoue que les Bourgognes, je le dis ici à Bordeaux, mais c'est quand même mes vins blancs préférés. Mais il n'y a pas meilleur qu'un morceau. C'est pas grave. J'assume. Non, mais de toute façon, tout le monde le sait, donc c'est pas grave. Mais elles ont été des ambassadrices extraordinaires pour les vins de Champagne aussi à la cour de Louis XIV. Toujours, elles ont eu un rôle très important, mais toujours en sous-main. Mais ça m'a frappé. Je n'avais pas imaginé ce côté VRP du vin à travers les siècles, et elles ont eu toujours un rôle très important dans ce domaine, oui.
Merci Ségolène. Je vous invite, si vous le trouvez, à lire ce livre très très documenté. Est-ce que peut-être vous souhaitez réagir? Je me retourne vers vous. Oui, Amaya arrive, elle est championne du 100 mètres aux prochains Jeux Olympiques. Elle va nous ramener une médaille. Merci Amaya. En fait, on parle des métiers dans le monde du vin et on parle aussi de plus en plus de vigneronnes, mais on dit du métier de vigneron que c'est l'un des plus compliqués, physiquement aussi. Et j'ai ce souvenir où en cave de vinification, j'arrive pas à dévisser mon tuyau et que c'est un homme qui me vient en aide. Et je me dis, est-ce que vous avez déjà rencontré une vigneronne qui a tout fait de A à Z sans homme? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'au final, on a besoin d'eux comme ils ont besoin de nous? Et est-ce que c'est tellement physique qu'en tant que femme, on a des limites, vu qu'il paraît que scientifiquement, on a moins de force que les hommes? C'est pas moi qui le dis. Mais voilà, est-ce que... Question très intéressante, effectivement. Merci. Parce que vous êtes dans le métier, vous étudiez pour... C'est ça? D'accord, merci. Qui souhaite répondre, mesdames? Moi, j'ai rencontré une vigneronne qui m'a dit un jour, effectivement, ce que vous dites est juste, il y a des moments où on a besoin de la force des hommes. Parce qu'il y a quand même des choses dures. Le métier de vigneronne, c'est quand même... de vigneron et de vigneronne, c'est quand même moins fort, parce qu'il y a beaucoup de machines maintenant. On lève plus les barriques à la force des bras. Mais... elles ont toutes dit, toutes celles que j'ai rencontrées ont dit que bien, les hommes les avaient quand même beaucoup soutenus. Beaucoup d'hommes ont cru, faut pas jeter la pierre aux hommes. Ils ont tous, beaucoup, la grande majorité a cru. Ils leur ont ouvert la voie, leur ont appris. Il a bien fallu qu'elles apprennent. Elles ont appris auprès d'hommes, hein, puisqu'il n'y avait pas de femmes, de toute façon. Donc, mais je crois qu'on peut pas, faut pas mettre les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. On est fait pour travailler ensemble. On apporte chacun notre touche masculine et féminine, notre regard différent, non, il ne faut pas mettre d'un côté, ce serait horriblement triste d'ailleurs, un homme avec les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Donc on est fait pour communiquer, partager, se compléter. Heureusement qu'on a besoin des hommes. Ah là là, oui. Surtout pour cette soirée où on célèbre l'amour, je vous rappelle, l'amour des hommes. Et qu'ils aient besoin de nous. Alors, je suis assez d'accord. Je pense qu'il ne faut pas opposer. Il y a vraiment une complémentarité. Là, en fait, ce qu'on va juste dire en tant que femme, c'est qu'il n'y a pas de raison pour que les postes à responsabilité soient masculins et que les femmes soient juste des petites mains. Un poste à responsabilité peut être féminin, mais en même temps, un homme peut prendre n'importe quel poste. C'est pas une question d'ennemi, en fait. C'est juste dire... Il n'y a pas de raison pour qu'on refuse aux femmes des postes à responsabilité parce qu'ils seraient censément masculins. Par contre, effectivement, il y a des choses pour lesquelles la force physique d'un homme, c'est quand même vachement pratique. Mademoiselle, est-ce que je peux me permettre de vous poser une question? Voilà, on inverse les rôles. Merci, Amaya. Quel a été votre parcours? Comment vous êtes venu, vous, à vouloir étudier et vous lancer dans ce métier? Mais c'est intéressant de le savoir. Bon, alors moi j'ai mon accent qui va me trahir, mais je suis pas du tout bordelaise. Je viens d'Avignon et j'ai un parcours en histoire de l'art parce que je suis passionnée d'art. Et en fait, le monde du vin est venu comme une évidence dans le sens où c'est le métier pour moi le plus complet et le plus passionnant que j'ai pu découvrir. Et là, actuellement, je travaille qu'avec des hommes, une famille d'hommes, dans une appellation un petit peu rustre comme Châteauneuf-du-Pape, où du coup on n'a pas trop de vigneronnes femmes, enfin de vigneronnes tout simplement. Et du coup, je me vois dans 10 ans faire mon propre vin. Et je me demande si je ne vais pas devoir embaucher plein de petits hommes. Je rigole. Bravo. Merci pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a dans la salle aussi... par simple curiosité, des personnes qui travaillent dans le vin aussi, dans le milieu du vin. Est-ce que... N'ayez pas peur de lever la main. Oui, une seule personne alors. Ah, un petit peu des timides. Ok, merci. Une question là-haut? Non, là-bas. Oui, merci. En tout cas, mademoiselle, vous aurez des clientes. Hein. J'ai entendu Bonsoir. Anne-Marie réagir, Jean Sarric également. on vous attend. Bonsoir. Bonsoir. Il me semble que c'était Simone de Beauvoir qui disait « On ne naît pas femme, on le devient ».
je ne sais pas si je me trompe, mais je crois que c'est ça. J'aurais aimé savoir quelle femme, à vous et à vous aussi, monsieur, vous a inspiré à devenir la femme ou l'homme que vous êtes aujourd'hui, sans parler forcément au sujet du vin, mais voilà. Au sens plus large, effectivement. Je laisse répondre les femmes. Ah là, je suis hyper mal barrée parce qu'en fait, la personne qui m'a amenée à devenir la femme que je suis, c'est mon père. J'allais dire la même chose. Et ben voilà. Moi, c'est peut-être un homme aussi qui, au cours d'un stage, quand j'ai commencé la direction d'orchestre, m'a dit « Oh là là, dommage que tu sois une femme parce que tu ferais un sacré bon chef. » Voilà. Et donc, par esprit de contradiction, j'ai voulu être une chef d'orchestre, évidemment. Merci, Eliane. Merci. Evangelia, Yasmine, est-ce que vous souhaitiez répondre à la question ? Pour ma part, il y a beaucoup de personnes qui m'ont inspirée. C'est aussi un parcours personnel, parce que pour ne pas encore revenir sur Chypre, mais tous les chemins m'amènent à Chypre, il y a eu les événements de 1974 que vous connaissez pour certains. C'est un petit peu ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Et donc, ça marque et ça donne envie à la personne, aux personnes, de se battre, de faire des choses pour soi, pour les autres, être utile, ne pas se relever et avancer. Et il n'y a pas de genre dans ces histoires. On est ce qu'on est, on a des capacités et on avance. Donc voilà, pour moi, c'est ce qui m'a fait avancer. Merci, Evangelia. Et Yasmine ? Personne. Non, c'est pas ça, c'est personne, compliqué. tout le monde. C'est difficile, oui. C'est compliqué, il n'y a pas un modèle, mais je me suis, je sais pas, toujours dit que je n'avais rien à m'interdire. Oui. Voilà, c'est surtout ça en fait. Et je me rappelle, voilà, si je dois, à un moment, j'étais petite, je regardais des gens qui se passaient plein de choses, une femme chef d'entreprise à la télé, et je me suis dit, mais en fait, moi, je veux pas regarder les gens, je veux être ces gens. Voilà, c'est ça en fait peut-être. Belle source d'inspiration aussi. Merci pour la question. Ségolène, on a également une question qui nous arrive sur Zoom. J'utilise mon outil de haute technologie. Comment est vue la consommation du vin chez les femmes de cultures différentes selon les continents, en Afrique, en Asie par exemple ? Eh bien, dans les pays où on a l'habitude de boire du vin, la consommation, enfin, voilà, on boit du vin, hommes et femmes, depuis toujours. Donc, je pense que dans les pays africains, on ne boit pas tellement de vin, finalement, sauf dans certains milieux qui ont les moyens d'acheter du vin étranger. En Asie, par contre, les femmes s'intéressent beaucoup au vin. Il y a vraiment, on peut le voir d'ailleurs dans cette merveilleux manga qui s'appelle Les Gouttes de Dieu, qui est vraiment quelque chose de tout à fait un livre tout à fait intéressant. On voit comment il y a des clubs de dégustation de femmes au Japon, surtout le Japon. Je pense pas qu'en Chine, enfin Chine, si, il y a une tradition du vin, mais qui est pas le même vin que nous. Je pense pas qu'ils sont encore très développés au niveau subtilité, mais vraiment, je pense que dans des pays comme le Japon ou la Corée du Sud, évidemment, oui, là, on a des bonnes dégustatrices de vin. Aux États-Unis, évidemment, on a des vignerons aussi. Amérique du Sud, tous les pays de tradition, je dirais. Occidentale, en fait. On boit du vin. Après, il y a plus d'interdits dans les pays du Nord que beaucoup d'interdits parce qu'ils n'ont pas la même consommation de vin. Ils boivent plutôt des alcools. Et les alcools, c'est bon, mais il faut avoir... Là, du coup, il faut être modéré quand même. Oui, c'est ça. Pour le coup, il faut être modéré. Oui. Merci beaucoup, Ségolène. Est-ce qu'il y aurait éventuellement une dernière question, peut-être, messieurs ? Une dernière, ou des dernières questions, si vous voulez. Il y aura une autre question. Je vais me tourner vers le corps médical, parce qu'en fait, j'ai assisté à une conférence faite par un éminent professeur de cardiologie. On ne vous entend pas très bien, monsieur. Je vais me tourner vers le corps médical. Vous m'entendez là ? Oui. Et
Ici. Voilà. Et donc, en fait, j'avais assisté à une conférence sur le vin faite par un professeur de cardiologie et qui fait des consultations, et notamment, je le consulte 4-5 mois après pour le sport. Et je lui dis, j'ai assisté à votre conférence et c'était très intéressant. Et là, il me dit, vous buvez du vin? Alors, je lui réponds, ben oui, comme tout le monde, le week-end. Et là, sa réflexion a été, pourquoi? Vous prenez les médicaments que le week-end? Donc ma question, est-ce que le vin est un médicament? Est-ce que le vin est un médicament, Jean Sarric? Alors le vin, il est, le vin ou l'alcool, voilà, a 3 fonctions: le plaisir, le médicament et le poison. Donc vous avez les fonctions plaisir dont on vient de parler. Les fonctions médicaments, effectivement, c'est un psychotrope et ça améliore bien des situations pour le regard avec soi-même ou le regard avec autrui. Voilà. Donc ça a une fonction médicament, donc c'est vrai. Voilà. Et après, vous avez une fonction pathologique. Effectivement, si vous prenez trop de médicaments, ils peuvent être toxiques. Voilà. Alors je connais ce cardiologue et en fait, il voulait vous faire travailler sur ce qu'on appelle le French paradox. C'est parce qu'il considère, lui, que les alcools, et notamment les vins riches en tanins, sont des antioxydants et donc des protecteurs cardiovasculaires. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il vous disait de boire du vin. Mais cet argument du French paradox, que je crois que tout le monde connaît, il est un peu caduc. Donc je trouve que le raisonnement est un peu vieillot. Voilà. Donc effectivement, mais vous ne prenez pas les choses pour la fonction médicamenteuse. Sinon, voilà. Il y a plein d'actes de la convivialité qui ont des fonctions médicamenteuses. Voilà. Alors, je veux dire, on peut faire l'amour plusieurs fois par semaine, ça protège du cancer de la prostate. Est-ce que c'est une motivation suffisante? Bon, ça va râler dans la conjugalité, hein, c'est sûr. Voilà. Donc on ne peut pas boire du vin pour se protéger en cardiovasculaire. Il faut le boire pour le plaisir. Merci Jean. Je rajouterais qu'on donnait du vin aux jeunes accouchés après le travail. C'est un remontant. Oui, c'est un très bon remontant finalement. Mais à une époque, le vin était la meilleure, la plus hygiénique des boissons, disait Pasteur. C'était vrai. Mais maintenant, c'est faux. C'est parce qu'en fait, la teneur en alcool était un antibactérien. Et il évitait des contaminations bactériennes par l'eau qui donnaient des diarrhées. En 14, les soldats buvaient beaucoup de vin pour éviter les dysenteries dans les tranchées. C'était pas pour passer à l'assaut. À l'assaut, on leur donnait de l'agnole. Hein, voilà. Mais pour le quotidien, il fallait boire du vin pour pas être avec une dysenterie majeure et être plus au front. Voilà. Donc, voilà. Donc ça a un effet thérapeutique. Mais c'est plus le sujet maintenant, je crois. Voilà. Non, c'est vrai. Il faut faire que le plaisir et éviter la dépendance. Pendant des siècles, on a mêlé le vin à l'eau pour la rendre saine. Absolument. Oui. Absolument. Quel vin. Absolument. Les noces de Cana sont un exemple de cette thérapeutique. Voilà. Mais là, c'est mon côté anticlérical en plus. Merci Jean. Je crois qu'il y avait une question par là. Non, oui. Juste là. Merci. Bonsoir. Étant donné que le thème était les femmes et l'amour du vin, et en pensant à demain, comment, d'après vous, dans vos différentes professions et fonctions, pensez-vous que les femmes laissent leur empreinte sur la façon dont, dans le milieu du vin, ou la façon dont le vin est dégusté, ou la place du vin en société, comment pensez-vous qu'elles influencent le vin et tout ce qui va autour du vin? On se projette demain et l'avenir. C'est difficile, hein, oui. On n'a pas dit qu'il y aurait que des questions faciles. Hein. Non, c'est difficile à dire comment elles vont se projeter. Ça va dépendre de comment les sociétés évoluent également. Elles ont de plus en plus d'importance, ça c'est sûr. Donc elles marquent leur empreinte. Maintenant, ce sera difficile d'aller en arrière, je pense quand même. Alors, ce serait quand même un con. Enfin, quoi qu'on le voit dans certains pays. Mais
Je pense que leur influence sera toujours, mais je pense que ça s'équilibrera avec les hommes beaucoup. Enfin, à moins qu'on ait un féminisme qui est complètement exacerbé, comme on voit quelquefois un petit peu, où on chasse les hommes, on n'en veut plus en entendre parler. On peut pas vivre de toute façon. On va pas mettre des parcs pour les hommes et des parcs pour les vignerons et des parcs pour les vignerons et du vin. Non, je pense que tout le monde travaillera ensemble de plus en plus. Enfin, moi, je l'espère en tout cas de tout mon cœur. On peut pas. C'est pour ça que les femmes. Il y a l'amour dans le thème quand même. Même si le vin a beaucoup joué dans la séduction, mais c'est très important qu'on continue de travailler ensemble et pas séparément. C'était peut-être davantage sur la notion du goût. Est-ce que les femmes peuvent changer le vin parce qu'elles auraient un goût différent et qu'elles préféreraient des vins d'une autre facture? Je ne crois pas à ça. Je ne sais pas. Je crois pas. Je crois que, enfin, moi, ça m'est amusé de faire des dégustations. On disait, est-ce que vous avez trouvé les vins de femmes? Et on mélangeait des vins de vignerons et de vigneronnes. Incapable. On est incapable de faire la différence. Comme on est incapable de faire la différence entre un vin bio et un vin normal. Enfin, c'est pas dans le goût que ça se trouve. Quand on est un vigneron ou une vigneronne, on a envie de faire quelque chose de bien. C'est tout. On fait pas du vin pour faire quelque chose de pas bon, en fait. Ou alors, faudrait être un peu bizarre, vouloir la mort de son vignoble. Mais non, je pense que c'est le goût de l'excellence aussi. Et c'est également partagé par les hommes et par les femmes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais je pense que le goût, est-ce qu'il y a un goût féminin? Est-ce que les chefs cuisiniers, enfin les chefs femmes, cuisinent différent des chefs hommes? Moi, oui, mais ça ne change pas le goût de la cuisine. Ah oui, tout à fait. Le rapport à la brigade, c'est ça ce que vous disiez, pour que tout le monde puisse entendre, qui peut effectivement changer un peu soit l'ambiance. Mais tous les cuisine, chefs hommes ne sont pas des brutes épaisses, non plus. Il y en a qui gèrent très bien leur brigade. Oui, Evangelia. Moi, je ne sais pas. Moi, je dirais que effectivement, on peut apporter une touche différente, une touche féminine. Je fais le parallèle avec ma profession d'architecte. C'est vrai qu'on a une façon un peu différente de voir l'espace, de le décorer. Oui, pourquoi faut-il faire abstraction de ce que nous sommes? Il ne faut pas gommer finalement ce qu'on est sous prétexte de se fondre dans un moule, quelque part. C'est complètement, c'est ce que je veux dire, oui, absolument. On a des qualités, on a des différences, des complémentarités. Donc, je pense qu'il faut aller vers l'excellence en contribuant avec des éléments que chaque partie met dans les pots communs. Un bel ouvrage, il s'est fait comme ça. Oui, Eliane. Moi, je crois que c'est peut-être plus dans la façon de faire que dans le résultat. Enfin, si je veux faire toujours le parallèle avec la musique, par exemple, je pense que bien fort est celui qui peut, sur un enregistrement, dire cette symphonie est dirigée par une femme ou cette symphonie est dirigée par un homme. En revanche, la manière de s'adresser à l'orchestre pour le travail, par une femme ou par un homme, ne sera pas forcément la même. Au début, peut-être que les femmes ont cherché à mimer les hommes sur le plan de l'autorité, de la fermeté. Je crois que c'est simplement la qualité du travail qui compte et la manière de l'aborder, la manière de parler aux gens peut être complètement différente. On n'est pas obligé de singer quelqu'un d'autre. En revanche, le résultat est important et ce résultat n'est pas forcément féminin ou masculin. C'était une réponse complète. Est-ce qu'il y aurait une dernière, ultime question pour clôturer cette soirée? Oui, je vois des mains qui se lèvent là-bas. Ça va pas être facile pour amener le micro, mais on vous la met. Avant de se rejoindre après, donc juste en haut, mais vous avez repéré, pour déguster. Merci, Amaya. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je m'adresserai à Madame Devel, si je ne me trompe pas de nom. Ça. Oui, Yasmine.
Moi, je voulais savoir, j'ai pas bien compris si vous étiez dans le droit des affaires ou du vin, ou les deux. Voilà. Mais donc, j'espère que vous aurez une réponse. Est-ce que vous avez connaissance dans certains pays, s'il y a des lois qui interdisent ou qui varient entre les femmes et les hommes sur la consommation de vin ou sur ce qui est autorisé dans le cadre privé ou public? Je ne sais pas si vous aurez une réponse, je ne sais pas du tout. Alors, j'ai pas la réponse. J'ai un bout de réponse. La santé publique française publie depuis des années un différentiel entre hommes et femmes dans le volume qu'on peut boire. Voilà. Mais c'est abandonné depuis quelque temps. Voilà. Et on a vu les communications qu'il y avait au ministère, ça nous intéresse, et on a vu que, effectivement, à kilo identique, parce qu'effectivement, les femmes sont plus légères que les hommes généralement. Voilà. Mais si vous prenez un homme ou une femme de 70 kilos, bon, c'est pas le poids qui va compter dans la toxicité, c'est le caractère féminin de la personne. Voilà. Et ben, l'alcool est un peu plus toxique. Donc on disait quand les hommes peuvent en boire 3 par jour, il vaut mieux que les femmes en boivent 2 par jour. Ça a été publié, ça. Ça a été... Actuellement, dans les prescriptions, c'est effacé. Et nous avons vu que le pourquoi on l'efface, parce qu'on a dit que si on faisait passer ce message, on serait critiqué sur les réseaux sociaux en disant on est sexiste. Voilà. On en arrive à ce système. Non, mais c'est la santé publique française qui a évité de dire ça. Voilà. Parce qu'elle a peur qu'on dise c'est sexiste. C'est une imbécilité crasse. Voilà. On peut dire que les hommes et les femmes sont différents sans être sexistes. Enfin, je ne vois pas où est le sujet. Voilà. On confond égalité et équité. Mais bien sûr, c'est une bêtise. Voilà. Mais donc ça veut dire que ça prend le pouvoir. Voilà. Et donc ils ont peur de heurter. Donc ils se disent, finalement, le bénéfice de faire un différentiel homme-femme en santé publique sur la mortalité générale qu'on pourra éviter, ça sera que quelques centaines de personnes. Donc on s'en fout et on va éviter d'être montré du doigt de façon sexiste. Ça pourrait être un contre-message. Vous voyez, on en est arrivé à ne plus parler scientifiquement et on fait de la base politique, anti-bêtise. Voilà. Et après, tous les scientifiques perdent la population ne fait plus confiance au conseil scientifique parce qu'on sait qu'ils sont déviés pour un politiquement correct imbécile. Voilà. Donc c'est une partie de réponse. Voilà. Je ne sais pas si c'était exactement la... Pas tout à fait, mais ça répondait en C'était partie. sur l'aspect santé publique, non, c'est pas gênant. Non, c'est que ça répondait en partie sur un peu l'image qu'on a, nous, en France, par exemple, des différences entre les hommes et les femmes sur la consommation de vin. Mais moi, c'était plutôt axé, vu que c'est le droit international des femmes aujourd'hui, savoir si... je ne connais pas bien la consommation à l'échelle mondiale, mais si, voilà, il pouvait y avoir encore des lois qui peuvent être presque obsolètes aujourd'hui et qui sont... en vigueur pour limiter la consommation chez les femmes. Voilà. Alors, à ma connaissance, mais il va y avoir dans certains pays juste une interdiction de l'alcool tout court. Là, il y avait une interview qui était très intéressante dans la RVF d'un jeune homme afghan qui est parti en Alsace apprendre le métier et il expliquait qu'en Afghanistan, en fait, le vin c'était quelque chose de clandestin et c'était pour eux quelque chose qui était une symbolique de liberté. Et c'est marrant, en fait, que ce soit le vin et que ce ne soit pas un autre alcool. C'est tout ce que je peux vous dire. Après, je ne pense pas qu'il y ait, pas à ma connaissance, une différence homme-femme sur les législations en droit positif. C'est-à-dire maintenant. Par le passé, je pense ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait eu un distinguo qui ait été fait parce que c'est dans le droit fil des femmes qui... ont dû se battre pour avoir une avancée de leurs droits. Mais en droit positif, pas à ma connaissance. Mais s'il faut, quelqu'un va m'apporter la réponse. Je ne sais pas. En droit, non, mais en conseils médicaux, oui. Oui, en santé publique. Voilà, et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, sur le syndrome d'alcoolisation fœtale, sur toutes les bouteilles maintenant, vous avez un interdit sur les femmes enceintes. Donc vous voyez, c'est du conseil, c'est pas de la loi. On ne pourra pas empêcher une femme enceinte de boire, et on ne la punira pas pour autant, mais on la culpabilise de boire. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci pour cette question. Ce que je vous propose, puisque le temps passe très vite, il est déjà 20h30, si vous voulez poursuivre cette conversation juste en haut autour d'un verre, puisque nous sommes là pour célébrer les femmes et l'amour du vin. Merci à toutes nos invités. Merci Jean Sarric. Merci à toutes les autres aussi.
Alors, nous venons de parler de l'amour du vin. Nous allons maintenant aller le déguster. Vous avez en haut une table de dégustation avec un vin magnifique, du vin de Fronsac, le château Cassagne-au-Canon, que vous allez déguster avec bonheur. Merci. Merci Anne-Marie, merci Yasmine, merci Ségolène, merci Eliane et merci Evangelia. Et merci à vous également. À tout de suite.